Avant de décrire le périple fluvial de Saint-Pétersbourg à Moscou, il convient de préciser que la Fédération de Russie fait 9000 km d'est en ouest, avec une superficie totale de 17 millions de kilomètres carrés, ce qui représente 2 fois les États-Unis et 31 fois la France. Il est pertinent de mentionner ici que le trajet fluvial de Saint-Pétersbourg à Moscou s'étend sur 1800 km. Il traverse le lac Ladoga et Onega, les 2 plus grands lacs d'Europe, puis le lac Blanc et le réservoir Rybinsk, sans compter les rivières Canaux et Écluses. Le trajet que je vais vous décrire s'amorce à Saint-Pétersbourg et se termine à Moscou, ce qui représente un trajet de 1800 km. Il emprunte un fleuve, le fleuve Neva, et des rivières que nous allons décrire un petit peu plus loin. Alors, nous arrivons la première journée d'un vol de Paris avec correspondance à Copenhague, mais j'imagine que dans certains cas, c'est un vol direct Paris-Saint-Pétersbourg. Alors, Saint-Pétersbourg, pour la situer, est localisé en bordure du golfe de Finlande, donc en bordure de la mer. Et le fleuve Neva, qu'on voit ici, vient se jeter dans le golfe de Finlande. Notre bateau, l'Alexandre Pouchkine, est stationné à la gare maritime de Saint-Pétersbourg. Alors, nous arrivons donc un vendredi avec la cérémonie du pain et du sel. C'est une vieille tradition russe. Et puis la journée va passer comme ça à découvrir notre embarcation, à localiser nos cabines, bref, à nous installer et à prendre un premier repas un peu plus tard en soirée après que nous ait été présenté l'équipage, les différents membres d'équipage. Le lendemain, grosse journée, samedi le 15 septembre, c'est une visite panoramique, comme ça se fait habituellement lorsqu'on arrive dans une nouvelle ville. Ensuite, on découvre l'église Saint-Nicolas des Marins, la forteresse Pierre et Paul et sa cathédrale, et en après-midi, visite du célèbre musée de l'Ermitage. Soit dit en passant, le musée de l'Ermitage, si on veut le visiter au complet, on doit marcher à travers 27 kilomètres de couloirs. Donc, c'est un musée absolument immense. Dimanche, le 16 septembre, est dédié à la visite du palais de Petrodvorets. Donc, c'est un endroit assez extraordinaire qu'on découvre et qui va nous prendre quelques heures à parcourir. C'est une immense propriété qui est très, très jolie, comme on va voir sur une vidéo un petit peu plus loin. Alors, la croisière s'amorce en fin d'après-midi à partir de la gare maritime et on va remonter le fleuve Neva et arriver en début de nuit en bordure du lac Ladoga. Le lac Ladoga est le plus grand lac d'Europe. Il est immense. Juste pour faire une comparaison, on pourrait mettre dans ce lac-là 16 fois le lac Saint-Jean au Québec, ou bien 2 fois la Corse, ou bien l'archipel d'Hawaï au complet. Donc, c'est une immense superficie, c'est une mer intérieure. Sur le trajet, ici, on voit qu'il y a une bifurcation. Certaines croisières vont à l'île de Valham, mais pas la nôtre. Nous allons nous diriger durant la nuit à travers ce lac Ladoga pour favoriser des excursions diverses un petit peu plus loin sur le trajet. Alors, la nuit se passe ici. Parfois, des petites vagues viennent nous bercer parce que c'est quand même un grand lac.
et il vantait un petit peu cette journée-là. Nous allons ensuite nous insérer dans une rivière assez sinueuse. Il faut voir l'habileté du capitaine à se faufiler dans cette rivière-là, qu'on appelle la Svir, pour arriver à Mandrogi, la petite ville de Mandrogi, appelons ça plutôt un village. Des fois, vous allez voir Mandroga, les deux expressions existent. C'est un village qui a été construit pour regrouper, pour donner la chance aux artisans de toute nature, sculpteurs, bien sûr, les poupées russes, les poupées russes, pardon, sont faites ici, et beaucoup d'autres choses à visiter. Donc, c'est un arrêt qui n'est pas très long, et ensuite, nous poursuivons notre périple, comme ceci, pour arriver en bordure du deuxième plus grand lac d'Europe. Le lac Ladoga, tantôt, était le premier. Le lac Onega, maintenant, est le deuxième. Et cette fois-ci, on va le traverser au complet pour arriver à l'île de Kiji. Et ici, on va retrouver un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sont de vieilles installations en bois, construites pièce sur pièce, avec une église assez extraordinaire, classée. Et soit dit en passant, nous sommes ici en Carélie, donc une région tout à fait au nord de la Russie. On appelle ça le Grand Nord russe. Et on est à 600 km du cercle polaire, quand même assez spécial de se retrouver là, et de retrouver une forêt qui ressemble énormément à la forêt boréale du Québec. Soit dit en passant, l'église qu'on visite est l'église de la Transfiguration et une autre, l'église de l'Intercession. Donc, c'est une région assez extraordinaire. Ensuite, nous retraversons le lac Onega, comme ceci, pour emprunter la rivière Kovja, ou Koya, pour ensuite arriver au lac Bieloï, ou lac Blanc, que nous traversons au complet, pour ensuite poursuivre par voie de rivière pour arriver à Goritski, qui est une excursion que nous allons faire obligatoirement. Qu'est-ce qu'on retrouve à Goritski? Une petite ville typique russe, où on a la chance de voir les gens vivre leur vie de tous les jours. Alors, nous visitons l'école avec les enfants présents qui nous reçoivent. Nous parcourons la petite ville en marchant dans les rues. Donc, c'est une expérience qui est assez agréable. Ensuite, nous poursuivons notre trajet. Et encore une fois, nous avons ici une rivière très accidentée. Et encore une fois, c'est très intéressant. On a la chance de visiter la cabine de pilotage et on voit à quel point il faut des connaissances pour voir comment le bateau réussit à passer. Et ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'est qu'il y a des écluses. Il y a de nombreuses écluses. Alors, on arrive dans un immense réservoir, le réservoir de Rybinsk, et on le traverse au complet. Et on arrive ici dans l'embouchure de la Volga. Il faut dire que la Volga va se diviser en deux régions. Nous allons emprunter la branche nord, comme ceci, pour arriver à Iaroslavl. Iaroslavl qui a été une découverte grandiose pour nous, où on a eu la chance de voir le monastère de la Transfiguration du Sauveur, ainsi que l'église de Saint-Nicolas.
Alors, c'est une ville qui a été construite au 17e siècle et qui nous a donné de grands plaisirs. Nous avons aussi eu la chance exceptionnelle, ce n'est pas à chaque croisière qu'on fait ça, mais de visiter Tolga, le monastère de Tolga, là où on a vu, je pense, les plus belles icônes qu'on avait pu voir à date. On poursuit, on revient sur nos pas, on redescend ici, normalement, je dirais, le long de cette rivière. Maintenant, dans notre cas, et c'est assez exceptionnel, à Iaroslavl, nous avons eu une avarie de moteur, de sorte qu'on nous a transportés par autobus le long de cette route-ci pour arriver à Uglitch. Alors, normalement, on aurait circulé de Iaroslavl sur la Volga pour revenir à la base du réservoir de Rybinsk, mais cette avarie de moteur nous a fait prendre l'autobus. Nous n'y avons pas perdu au change. Rappelons que le bateau, lui, circule en vitesse moyenne à 22 km. Donc, en empruntant un transport routier par ici, nous sommes arrivés à Uglitch plus rapidement et nous n'avons perdu absolument rien des choses qu'on pouvait voir un petit peu plus tard le long de notre parcours. Alors, Uglitch, qu'est-ce qu'on retrouve à Uglitch? On fait la visite du Kremlin, le Kremlin de Uglitch, avec l'église de Saint-Dimitri sur le Sang et la cathédrale de la Transfiguration. Nous avons droit à un petit concert de musique liturgique qui a été enregistré et qu'on va pouvoir retrouver sur une vidéo sur ce site-là. Et un petit peu plus tard dans la journée, on a le dîner du commandant avec, bien sûr, dégustation de vodka. Alors, la visite, c'est-à-dire le trajet, se poursuivit. Je fais abstraction des périodes de nuit où le bateau est toujours en circulation et encore une fois à 22 km. Donc, nous descendons la rivière, comme ceci, venant de Iaroslavl, pour arriver à notre étape finale, Moscou. Et c'est une surprise grandiose, une ville de plus de 15 millions d'habitants. On s'imagine un petit peu la surprise qu'on peut avoir lorsqu'on arrive dans une ville de cette taille-là. Et là, bien, c'est l'émerveillement total. Nous découvrons le monastère de Novodevitchi, la visite de la cathédrale du Christ Sauveur, la visite du Kremlin, la visite de l'intérieur de la somptueuse cathédrale de l'Assomption et, grande surprise aussi, la visite par une visite nocturne, j'entends, la visite du métro, de quelques stations de métro de Moscou, où chaque station est en fait une œuvre d'art. Alors, nous sommes à Moscou pour 2 jours complets, et par après, bien, malheureusement, comme tout bon voyage a une fin, c'est le retour vers Paris.